Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que le son est bon. Alors, on va commencer en avance. Comme voilà, c'est plutôt une bonne chose hein, de prendre un petit peu d'avance ce matin. Merci d'être ici aussi nombreux. L'objectif de cette présentation, c'est de parler de BIM, de SIM et de voir comment on va pouvoir valoriser l'ensemble de vos maquettes numériques dans un contexte de gestion de maintenance, de gestion d'exploitation maintenance. On va le montrer à travers nos outils, notamment notre outil CarlSource, le tout en s'appuyant sur de l'OpenBIM. Alors je suis Laurent Trussello, moi je suis responsable marketing produit pour Carl Berger-Levrault. Je suis accompagné de Clément Collin, doctorant, ingénieur en recherche et spécialiste en 3D. Donc on va animer cette présentation tous les deux à quatre mains. Voilà. On va donner quelques informations un peu générales pour commencer, notamment sur quelques informations sur le BIM, le SIM et le lien et l'intérêt et le bénéfice de l'associer à des gestions d'exploitation maintenance. Ensuite, on présentera évidemment nos solutions. On partagera également un certain nombre de projets ou d'expériences diverses dans cette intégration entre ce monde graphique et le monde de la gestion. Et enfin, je toucherai quelques mots autour de l'entreprise Carl Berger-Levrault. Si on est dans les temps, et on a commencé avec un peu d'avance, on pourra aussi avoir quelques questions de votre part, et ça sera avec plaisir. Alors sans transition, une courte introduction, parce que aujourd'hui sur le BIM, ça fait plusieurs années qu'on participe au BIM World. Au fur et à mesure du temps, bien évidemment, il y a une acculturation autour de l'intérêt de coupler le BIM, le SIM et la GMAO. Mais je vais quand même refaire une petite introduction pour poser un certain nombre de bases et d'intérêts. Alors pourquoi on s'intéresse à associer le BIM au-delà de sa phase de construction ou d'avoir une vision territoire avec le SIM, City Information Modeling, au-delà de la phase de construction? Eh bien tout simplement parce que c'est une évidence. En fait, quand on construit, on va être sur les premières années de l'ouvrage ou du bâtiment, et quand on va le maintenir, évidemment, on va être sur la phase la plus longue. Et évidemment, durant cette phase la plus longue, on a aussi le maximum de dépenses qui vont être effectuées sur ces ensembles techniques. Et donc, évidemment, de poursuivre l'intérêt du BIM dans sa phase d'exploitation-maintenance fait complètement sens pour apporter une valeur ajoutée aux équipes de maintenance et d'exploitation. Aujourd'hui, on a ce schéma un peu classique où on a un BIM de construction et un BIM d'exploitation-maintenance avec la remise du DOE numérique. Eh bien, on voit tout l'intérêt au fur et à mesure de la progression de faire entrer beaucoup plus en amont des outils de gestion de maintenance pour pouvoir les préparer à cette bascule, à cette transition. Aujourd'hui, on le voit, vous avez pu rencontrer, en tout cas pour ceux qui se sont frottés, une difficulté qui est cette phase de transition. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un monde à un autre, et aujourd'hui, eh bien, on cherche à créer les passerelles, à créer les conditions de passage d'un monde de la construction avec un certain nombre d'objectifs à un monde d'exploitation-maintenance qui a lui-même d'autres objectifs qui sont un petit peu différents, et c'est souvent d'autres populations. Alors finalement, quand on parle d'échange entre le BIM, le SIM et la GEM, si vous voulez, ou la GMAO, c'est pas vraiment nouveau, hein. C'est quelque chose qui existait depuis longtemps, puisque nous, depuis des années, on intègre des plans ou on intègre du SIG dans nos outils. On sait positionner le curseur, on sait qui est le référentiel de la donnée cartographique ou graphique et qui est le référentiel du cycle de vie. Donc on sait positionner aussi l'intérêt des outils, qui doit porter quoi. Les outils de gestion sont plutôt là pour dérouler des processus et acter du cycle de vie. Les outils de modélisation sont plutôt là pour proposer cette vision graphique et servent aussi de référentiel. Ça, c'est un élément important, puisque le tenant entre les deux systèmes, c'est effectivement la capacité à parler le même langage et à parler et à codifier les mêmes objets. Et donc les modèles numériques, qu'ils soient en BIM ou une vision territoriale avec le SIM, eh bien c'est une extension, on va dire, c'est une évolution du monde de la 2D vers ce monde de la 3D. Avec une complexité qui est venue se rajouter, c'est qu'évidemment, quand on était sur des plans, on était avec un niveau de détail qui était fin, et quand on va arriver sur un niveau de modélisation 3D, on va arriver avec des niveaux de détail qui sont évidemment conséquents.
on isolait deux grands bénéfices pour nos utilisateurs. Nous adressons principalement les populations des services techniques, des facility managers. Nos solutions sont à leur destination pour pouvoir les aider dans la gestion du patrimoine d'actifs et dans la maintenance de ce patrimoine durant la durée de vie de l'équipement ou de l'infrastructure ou du réseau en fonction de l'entité pour laquelle on parle. Aussi bien des bâtiments que des aéroports, des grandes infrastructures, des ponts, des ouvrages, des usines, des réseaux, etc. Le premier intérêt, en tout cas c'est celui par lequel nos clients nous ont amenés à réfléchir, c'est d'accélérer le processus de modélisation dans les outils de gestion de maintenance. En fait, ce qui est assez pénible lorsqu'on met en place des outils de gestion de maintenance, c'est d'identifier le patrimoine. Et là, on a vraiment une chance avec cette modélisation en amont, c'est de pouvoir aspirer cette vision du tel que construit pour aller vers le tel que maintenu. Ça, c'est le premier objectif et c'est déjà un premier objectif important. Ici, on ne parle pas de 3D, on parle essentiellement de récupérer les informations pour aider et préparer les actes techniques. D'un côté, on va modéliser les gammes dans nos outils, de l'autre, on va récupérer les informations des maquettes, les équipements techniques et on va générer les plans de maintenance en automatique. Ou les plans de relevé, les plans de comptage, les plans d'énergétique, etc. Ça, c'est le premier objectif de l'intégration d'avoir un système intégré. Le deuxième, sur la partie 3D, aujourd'hui, en tout cas, le retour d'expérience que l'on a de nos utilisateurs, il est essentiellement porté sur l'accélération au diagnostic ou l'assistance au dépannage pour les interventions complexes. Donc tout ce qui va être l'intérêt de visualiser de la 3D avant d'intervenir, tout ce qui est intérêt de reconnaissance des réseaux, parce que c'est souvent les éléments qui sont les plus complexes dans un bâtiment, par exemple, pour savoir où est-ce qu'on peut intervenir, les tenants, les entrants et aboutissants. Et puis, quand on va être sur un territoire, c'est une vision multi-échelle, comprendre où ça se passe sur le territoire. En aspect prospectif, on a aussi l'intérêt de travailler, et on travaille aussi sur des prototypes de réalité augmentée. On va revenir dans la réalité plus courte. Je vais céder la parole à Clément pour vous expliquer un peu quels sont les choix que l'on a fait autour de nos solutions pour intégrer cette dimension BIM, SIM à nos outils de GMAO. Merci Laurent. Oui, donc on m'a déjà présenté, donc Clément Collin. Je suis actuellement ingénieur de recherche, mais aussi doctorant entre le Carl Berger-Levrault et le LIRIS, un laboratoire de Lyon. Et donc, pour vous parler un petit peu de ce que c'est que BLVIS 4D, c'est l'idée de pouvoir apporter une visualisation BIM, mais pas que, une visualisation 3D, voire 4D si on intègre le temps. Pour assister à la maintenance. Donc, évidemment, on cherche à l'intégrer dans la GMAO. On va chercher aussi à visualiser des objets qui sont non seulement du bâtiment, mais on s'intéresse aussi à la ville et son fonctionnement. On a un aspect OpenBIM dans le sens où on va s'appuyer sur un maximum de standards, je vous représenterai après, et d'outils open source pour fabriquer, concevoir et échanger nos données. Et enfin, comme je disais, il y a un axe de recherche et d'innovation qui est porté bien justement par une thèse qui est en cours, qui a pu apporter des contributions, des publications et des conférences scientifiques à l'international. Ouais. Et qui s'intéresse notamment à la gestion et la visualisation des équipements de la GMAO dans le bâtiment dans le territoire. C'est-à-dire qu'on va avoir un nombre important de données qui vont décrire des objets, que ce soit à l'échelle de l'objet comme une climatisation ou bien à l'échelle de la ville comme tous les réseaux d'une ville. Et l'intérêt, ça va être de se poser la question comment on va faire pour faire interagir toutes ces données entre elles, comment on va faire pour pouvoir passer d'une vue 2D à une vue 3D, comment on va faire pour passer de la vue de la ville à la vue du bâtiment, rentrer dans ce bâtiment, effectuer aussi des opérations de maintenance, parce que, encore une fois, on cherche à intégrer ce viewer dans nos outils de maintenance. Mais au-delà de la 2D et la 3D, on a aussi tout ce qui va être multimédia, documents, de la sémantique apportée par le BIM ou autre. Donc voilà un petit peu quel est ce cadre de recherche pour ce viewer BLVIS 4D. Donc dans un premier temps, nous, le BIM, on y rentre par le format pivot IFC, ce standard. Et pour tout ce qui va être de données sémantiques, informations donc non géométriques 3D,
on va utiliser ce qu'on appelle un connecteur IFC qui va nous permettre de créer une arborescence dans notre logiciel CarSource qui reprendra en fait l'arborescence classique du BIM avec le bâtiment, les sols qu'il compose, les étages et ainsi de suite. Pour tout ce qui va être géométrie, alors on peut prendre en entrée des données BIM, SIM, qui peuvent être soit de bases de données SIG, ça peut être des IFC pour le BIM, du CityGML pour le SIG 3D. On a fait le choix de passer par un format pivot 3D Tiles, qui est aussi un format open source que tout le monde peut utiliser, dans lequel on va stocker tout ce qui va être géométrie et identifiant. Sinon, on va aussi utiliser tout ce qui va être flux de données standardisés tels que WMS et WFS. Et pour l'affichage et l'interaction, ça se passera donc sur notre viewer BLVIS 4D. Donc justement, vous voyez bien qu'à travers déjà quelques exemples ici, on cherche vraiment à utiliser le maximum de standards et outils open source pour interagir avec le plus de données possible et apporter le plus de représentations possible de nos objets, que ce soit de la ville ou du bâtiment. Donc il y en a quelques-uns ici sur la gauche. Mais on peut voir aussi que d'un point de vue plutôt base de données au serveur, on s'appuie sur d'autres standards comme 3D CityDB ou GeoServer pour les SIG les plus classiques. Et on développe aussi d'autres outils qui sont actuellement en cours justement de développement, que ce soit donc P3D Tilers pour créer toutes nos géométries 3D et les afficher, mais aussi des outils de visualisation en partenariat avec Auslandia, l'IGN et le Lyris, encore une fois, pour visualiser toutes ces données dans un même viewer et avoir des vues du territoire et non pas simplement de nos objets et de nos bâtiments. Et donc pour vous donner une petite idée de ce que ça donne une fois qu'on va intégrer ce viewer à la maintenance. L'idée, ça va être de pouvoir passer en fait d'une vue du territoire à, par exemple, la vue BIM de notre objet. Donc là, ce qu'on voit, c'est une superposition d'une vue du territoire avec une géométrie très simple. Et là, on va passer à la vue du BIM avec toutes les couches qu'on peut retrouver de façon assez classique dans le BIM. Donc ça va être tout ce qui est, vous connaissez normalement, les murs, les colonnes et ainsi de suite. Et l'intérêt, ça va être de pouvoir faire le passage de cette vue 3D en fait à notre vue classique de la maintenance où on va vouloir effectuer des opérations de maintenance classiques comme faire une demande d'intervention ou bien vérifier les interventions qui existaient avant, aller récupérer les informations de l'IFC et ainsi de suite. Donc là, c'est ce qui se passe. On voit qu'en haut à gauche, on a les attributs de l'IFC en amont. Et puis, on peut créer une demande d'intervention qui va nous ramener sur le logiciel de la maintenance classique. Voilà, et donc là on peut créer notre intervention. Donc le but c'est de vraiment faire un pont entre différentes représentations dans le BIM et les données de la maintenance. Et là c'est la même chose mais... Oh non, c'est la même? Ah. Pourquoi? Non, je crois que... Ouais. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a ce lien qui est fait dans l'autre sens, si ça veut bien se lancer. C'est qu'on va partir de notre vue de la maintenance. On va vouloir visualiser nos objets. Donc là, c'est avec l'arborescence que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été créée depuis une maquette BIM. Et on va chercher à visualiser cet objet dans notre viewer 3D. On pourrait aussi avoir envie de visualiser les informations de cet objet ou autre. Mais voilà. Donc ces deux exemples, c'est pour vraiment illustrer nos travaux actuels sur le pont entre le BIM, la maintenance, mais aussi sur les différentes données qui composent ce BIM, donc tout ce qui va être information sémantique, géométrique et les représentations de nos objets, nous, dans nos bases de données plus classiques. Je vais laisser Laurent continuer pour vous présenter quelques projets et expériences auxquels on a pu participer. Voilà, avec effectivement, dès le début, on a été intéressé par cette approche du territoire pour pas simplement avoir des modèles qui sont hors sol. Et aussi parce qu'on avait aussi un ensemble de contextes auxquels on doit s'adresser, qui sont des réseaux et donc qui sont de toute façon sur des étendues territoriales, que ce soit des réseaux d'eau, des réseaux d'assainissement, des réseaux ferroviaires, des industries, des carrières. Enfin voilà, on a pléthore aujourd'hui de contextes qui ont besoin d'une vision qui est élargie par rapport à celle du bâtiment. Ce projet-là, en fait, il s'inscrit dans une vision un peu globale de nos produits. Nous sommes issus historiquement de la gestion de la maintenance, plutôt industrielle, et puis nous avons fait notre mue sur les différents secteurs d'activité au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, en fait, on a vraiment une vision, c'est une vision qu'on avait modélisée il y a à peu près 10 ans,
avec cette approche où on a la GMAO qui est un pilier de ce qu'on appelle la gestion des équipements. Nous, on appelle ça une plateforme des équipements. On voit l'approche aujourd'hui de jumeaux numériques, mais c'est vraiment cette histoire de plateforme des équipements qui va même au-delà de simplement un jumeau numérique d'un objet ou d'un sous-ensemble. Avec, on va dire, 3 grandes parties. Une partie gestion, une partie temps réel avec l'IoT, les supervisions, et une partie graphique avec le SIG, les modèles 3D, les plans, le BIM, le CIM. Et avec la volonté d'amener tout cela sur le terrain en mobilité pour les agents techniques. Alors donc ça s'inscrit vraiment dans une vision complète. On a aujourd'hui l'ensemble des solutions qu'on propose sous forme de plateforme. On a fait le choix de l'Open BIM pour un certain nombre de choix, de souhaits plutôt, pratiques et puis d'ouverture. Et cette ouverture, on ne l'a pas non plus fermée aussi à d'autres approches, que ce soit avec d'autres éditeurs, parce que on a conscience que nos clients vont faire le choix de produits ou d'approches, que ce soit sur l'IoT, l'intelligence artificielle ou que ce soit sur la partie représentation. Ils peuvent faire le choix d'autres outils que ceux qu'on propose. Nous, on va proposer la totalité des séquences, mais on a aussi prévu l'ensemble des connecteurs qui nous permettent d'être ouverts vers d'autres approches. Je vais en citer quelques-unes pour voilà, être dans l'open, c'est pas juste utiliser des choses gratuites. Voilà, c'est pas en tout cas notre philosophie. C'est aussi d'être en capacité de s'ouvrir aux autres. Ici, on a un exemple. C'est l'un des premiers exemples qu'on a cherché à instrumenter autour du BIM. C'est grâce aux Hospices Civils de Lyon. Donc ici, on a l'un des premiers bâtiments, un trauma center, en plein centre de Lyon, avec un partenaire qui est One Spatial, avec lequel on a une intégration de données. Il utilise les mêmes portes d'entrée que celles que nous, on utilise avec nos propres outils, mais du coup, on les a ouverts pour qu'elles puissent être accessibles à d'autres partenaires, ici One Spatial. Et avec la partie représentation 3D également dans l'application GMAO ou en dehors de l'application de GMAO. Ici, ce sont des prototypes que l'on a menés avec Sistra autour du jumeau numérique du pont Anne de Bretagne. Donc là, on est plutôt sur un objet d'ouvrage d'art. Et on a cherché à la fois à instrumenter le pont, mais aussi les désordres qui se positionnent sur le pont. Donc les fissures ou autres désordres sur l'objet lui-même, l'ouvrage. On a ici un autre exemple, outre-Atlantique, avec une banque. Là, on s'intègre avec des outils de Spinalcom qui vont à la fois nous envoyer. Donc là, on est dans un principe de boss et nous, on joue notre rôle de gestion de maintenance. Et on vient s'associer pour récupérer les équipements et notamment les tickets ou les demandes d'intervention, entre autres. Mais par contre, on expose aussi l'ensemble des travaux. On a un ensemble d'outils ouverts, des API qui nous permettent de mettre à disposition de notre partenaire éditeur l'ensemble des données de l'application de gestion de maintenance. Un autre projet de facility management où cette fois on s'intègre avec un autre outil qui est Stéréographe. Voilà, c'était pour vous donner un panel. Et puis sur les MVP aussi, on a travaillé avec Aegis sur un MVP avec d'autres partenaires éditeurs pour montrer jusqu'où on pouvait aller. C'est une approche de challenge pour montrer jusqu'où on peut aller sur de la maintenance de lignes ferroviaires. Voilà, c'était pour vous donner un panorama, mais on le voit, hein, aujourd'hui le BIM, le CIM, on en a de partout. Il concerne l'ensemble des industries, l'ensemble du facility management, l'ensemble des infrastructures. On ne peut plus y échapper, j'ai envie de dire. Et il faut absolument aujourd'hui, et c'est notre volonté, d'apporter les outils pour apporter une continuité à cette modélisation. On a parlé de continuité, on n'a pas parlé aussi de remise à jour et de capacité à être itératif. Donc la capacité de pouvoir changer les modèles 3D pour pouvoir les réinjecter et mettre à jour évidemment la vision de maintenance. On peut aussi imaginer que cette vision de maintenance évolue et on ait besoin d'extraire un ensemble d'équipements qui ont été amenés à être changés pour mettre à jour le modèle source. Donc là, dans ce cas-là, on va mettre en œuvre un certain nombre de connecteurs pour pouvoir assurer cette mise à jour du modèle d'origine. Ou les outils partenaires, quand on a des outils partenaires. Alors Quimberger-Levroux en 2 mots, et puis après on pourra passer aux questions. Donc nous sommes éditeurs historiquement de logiciels de gestion d'actifs, au sens large, multisectoriel.
un acteur assez connu en France, on est un acteur international. On a un certain nombre d'années d'existence, on fait partie des précurseurs de la partie gestion de la maintenance. On a des outils web pour la GMAO, on a des outils mobiles pour les techniciens, pour les demandeurs, on a des solutions on-premise, on a des solutions cloud. On a un éventail assez large auquel il faut rajouter nos plateformes IoT, IA et nos plateformes BIM et SIM. On a à peu près 160 personnes et on fait partie d'un groupe qui s'appelle Berger-Levrault. Donc c'est à peu près, je crois que c'est le 12e ou 13e éditeur français en taille. Et donc c'est aussi ce qui nous permet d'être adossé à un leader de l'édition logicielle en France. C'est ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de moyens en recherche, de pouvoir créer des partenariats avec des universités et de pouvoir continuer à utiliser et à développer l'usage du BIM. On a évidemment un certain nombre de projets d'études qu'on n'a pas le temps de déployer ici, mais qui vont apporter de la valeur ajoutée demain sur la compréhension des réseaux notamment. Je pense qu'on est à peu près dans les temps, on est peut-être même un petit peu plus rapide. Alors si vous voulez plus d'informations, on est à votre disposition sur le salon. On n'a pas de micro, mais par contre on peut prendre vos questions en se rapprochant de vous si vous en avez. N'hésitez pas, on a du temps, donc ça peut y avoir des questions qui peuvent intéresser les personnes présentes. Donc vous pouvez lever la main, on va venir prendre la question. On n'a pas de micro, mais on veut bien en tout cas y répondre. On reste en tout cas ici à votre disposition. Donc vous pouvez aussi venir vous rapprocher et on pourra compléter les informations qui à ce stade sont un peu générales aussi. Merci en tout cas d'être venu assister. J'espère que merci. C'est gentil. Merci. J'espère que voilà, il y aura eu du contenu et que vous aurez pu avoir un certain nombre de réponses, en tout cas aux problématiques que vous pouvez vous poser. Alors on a eu donc une première question, je vais la répéter, c'était est-ce que nous sommes en capacité d'intégrer des nuages de points dans nos vues BIM-SIM? Alors c'est l'un des intérêts du format pivot qu'on utilise, c'est justement qu'on peut intégrer plusieurs formats 3D, dont les nuages de points. Donc là, on n'a pas d'exemple ici, mais on a différents exemples où on a pu justement intégrer d'autres vues 3D, dont les nuages de points. On ne l'a pas dit. Ah, bah, s'il y avait il y a une question de monsieur. Ah, vous avez une question? J'en profite. On a fait le choix des tuiles aussi pour des questions de performance en fait, parce que on l'a pas. Alors aujourd'hui, on cherche à traiter des modèles de plus en plus gros, et même en les réduisant et même en les allégeant, on sait qu'on va devoir avoir affaire à des modèles de plus en plus conséquents. Donc, on a fait le choix des tuiles qui ont peut-être un niveau de détail qui est peut-être moins précis, mais pour l'usage, je rappelle, nous on est vraiment focalisé sur l'usage d'exploitation maintenance. L'important c'est essentiellement de bien comprendre l'environnement et on peut se permettre d'avoir un niveau de détail qui peut être renforcé après par de l'activation de nuages de points si on le souhaite, hein, mais surtout de la rapidité. Notre objectif c'est d'avoir des temps de réponse qui sont extrêmement rapides. Excusez-moi. Donc à travers des navigateurs, on n'est pas du tout sur des formats banalisés, sur des postes, des machines dédiées. Donc notre objectif c'est la démocratisation et l'ouverture de cette vision 3D. Les modèles que vous avez vus ici, c'est à peu près un modèle d'origine qui fait à peu près 300 mégas. Et ça navigue relativement bien. Donc aujourd'hui c'est aussi un des choix technologiques qui fait qu'on peut aussi adresser des gros volumes de données. Ça c'est souvent aussi une des problématiques qu'on va rencontrer dans le traitement des données. Voilà. Donc je tenais voilà, c'est une précision. On est revenu un petit peu à l'ancienne, on n'a pas de micro, je suis désolé. Donc voilà, on est revenu sur un modèle un peu... Alors la question c'était à propos encore une fois des nuages de points, comment on faisait pour faire tout ce qui va être acquisition de données et à quel niveau de détail on va se placer. Alors ce qu'il faut savoir c'est que nous on va se placer plutôt après la phase d'acquisition des données souvent. Nous l'étape de maintenance c'est vraiment à la fin du cycle. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va arriver avec les clients et ce sont eux qui vont nous donner
en règle générale leur maquette BIM, mais si on imaginons qu'ils ont un scan de leur bâtiment en nuage de points, ils vont simplement nous fournir leur nuage de points. En théorie, on pourrait charger n'importe quelle résolution de nuage de points avec nos solutions actuellement. Mais évidemment, il y aura des problématiques de visualisation classique avec est-ce que ça va marcher plus ou moins bien, le temps que ça va mettre pour aussi envoyer les données sur notre viewer. Donc en l'idée, en général, ce qu'on va essayer de faire après, ça va être de les tuiler plus ou moins finement. En fonction de notre distance d'affichage, on va jouer sur des choses comme ça qui sont assez classiques pour les afficher. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de cas d'usage où on a pu éprouver ça jusqu'au bout, autre que sur notre bâtiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, ce qu'on nous donne en entrée, ce sont souvent des scans LiDAR qui ont été remodélisés. C'est-à-dire que souvent, quand on vient avec une maquette, nos clients, nos utilisateurs, pardon, en fait, ce qu'ils ont, c'est des moquettes qui sont souvent remodélisées parce que ce qui les intéresse, c'est l'objet qui est à l'intérieur de la... et pas juste la représentation esthétique, on va dire. Et donc c'est souvent les données qui sont à l'intérieur de la maquette qui les intéressent plus que la vision de nuage de points. Toutefois, la surimpression peut apporter de la valeur ajoutée. Mais c'est aussi pour ça qu'on est vraiment dans un contexte où aujourd'hui, la donnée, c'est l'entrée principale qu'on cherche à résoudre ou sur laquelle il y a beaucoup d'appétence avant d'aller vraiment sur l'aspect nuage. Mais comme l'a dit Clément, notre objectif, il était de pouvoir avoir quelque chose d'assez ouvert en termes de format pour pouvoir assembler ces différentes briques en fonction de ce qu'on a comme matériaux. Et même déjà en ayant un espace d'ouverture, les cas concrets nous montrent qu'il y a souvent, en tout cas dans les données, besoin de compléter, besoin de préciser. Souvent parce que ça n'a pas été pensé dès le départ, parce que la vision de la construction n'est pas la même que la maintenance. Et c'est pour ça que j'expliquais au tout départ qu'il y avait besoin que la zone de frontière entre la construction et la maintenance s'avance dans le temps et n'attende pas la remise du DOE, et qu'elle soit beaucoup plus en amont. Parce que même si on essaie d'éviter d'avoir des éléments restrictifs dans l'intégration des données, en essayant d'être assez ouvert, en imposant le minimum de règles, en fait, on ne va pas tomber forcément sur des règles techniques, on va tomber sur des règles de contenu. C'est-à-dire que simplement, la maintenance va se dire, mais j'ai une enveloppe, mais elle n'est pas assez instructive pour moi. Parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est des équipements. Et les équipements, ce n'est pas leur niveau de détail qui est important, c'est simplement qu'ils soient déjà géopositionnés, qu'ils soient codifiés et qu'ils aient quelques propriétés. C'est là l'une des valeurs ajoutées. En tout cas, je me fais le relais de nos utilisateurs. C'est eux ce qui vont attendre de la maquette. Et voilà, c'est dans cet équilibre aujourd'hui où on se trouve, je pense. Il y a quand même beaucoup de progrès qui sont faits. Maintenant, il y a beaucoup de... Il y a 5 ans en arrière, on était vraiment au balbutiement. Là, on voit quand même des maquettes qui arrivent construites, qui arrivent avec de la donnée intéressante pour l'exploitation maintenant. Donc, on voit qu'il y a eu un travail d'accompagnement, d'AMO, il y a eu vraiment une acculturation. Et on est dans ce temps-là aujourd'hui. Et donc là, peut-être le nuage de points va arriver dans un usage peut-être qui va arriver un peu plus loin. Mais... Monsieur Kéo. Alors, la question était du coup, comment est-ce qu'on fait pour intégrer les outils de maintenance en amont, pourquoi et comment? Et ça, je pense que c'est plus toi qui réponds. Alors, il y a plusieurs typologies de contextes. Le plus difficile, c'est parce que le cas idéal où le client a construit son bâtiment et en même temps s'équipe de GMAO et en même temps fait son projet BIM, on va dire c'est l'alignement des planètes, mais c'est quand même pas le cas nominal. Souvent, on a déjà des systèmes qui sont déjà en place, des systèmes de GMAO qui sont déjà en place. Les gens font quand même la maintenance de leurs bâtiments en général. Et leurs infrastructures se reconstruisent. Souvent, ils en profitent à ce moment-là pour soit remodéliser, soit ils vont en profiter pour construire un nouveau bâtiment. Et dans ce cas-là, en tout cas, la meilleure façon de faire, en tout cas moi, les meilleurs résultats qu'on a pu obtenir, c'est quand les équipes de maintenance sont associées avec l'équipe qui travaille dès la conception du bâtiment. Pas forcément pour donner son avis sur la construction, mais pour donner son avis sur les propriétés.
à l'écriture, au minimum, on va dire, à l'écriture de la convention qui soit sollicitée pour donner leurs règles de gestion. Parce qu'en fait, on constate que vous avez X maquettes, mais en fait, on a souvent une GMAO. Donc vous avez 100 bâtiments à gérer dans un seul système, mais par contre, votre projet BIM il va concerner un bâtiment ou un autre. Et donc, il va s'inscrire dans une codification, dans une gestion qui va être, elle, globalisée de l'autre côté. Donc, il doit respecter un certain nombre de prérequis, de nommage, d'approche, de niveau de détail aussi. Est-ce qu'un panneau photovoltaïque, il faut le représenter, de granularité, est-ce qu'un panneau photovoltaïque, il faut le représenter avec chaque carré, chaque panneau, ou est-ce que c'est l'ensemble du panneau? Là, c'est intéressant d'avoir cette discussion avec les agents de maintenance parce qu'eux, ils vont vous dire que le panneau ne l'intéresse pas. Par contre, c'est l'ensemble qui l'intéresse. Donc, est-ce qu'on a quand même, dans la maquette, quelque chose qui représente l'ensemble des niveaux de détail? Et c'est souvent là où il y a vraiment, c'est l'ensemble de ces ajustements qui prend du temps quand on doit le refaire a posteriori de la remise de la maquette. En tout cas, c'est une des contraintes aujourd'hui ou un des nœuds qui ralentit les intégrations, qui nécessitent de la remodélisation. Alors, je suis désolé, mais on vient de nous dire que ça sera la dernière question. Si vous voulez continuer à échanger autour de différents sujets comme celui-ci, vous n'hésitez pas à venir sur notre stand. On est en F52. Merci de votre attention. Et merci pour vos questions aussi, parce que c'est apprécié quand on fait des présentations d'avoir un peu d'interactivité. Merci à vous. Bon salon.